je vais y aller en français. Et donc, vous parlez de la vision qu'on peut partager sur la santé numérique et tout ce qui peut l'accompagner. Donc, en fait, pour illustrer le propos, on est parti sur la médecine personnalisée, qui est une promesse en fait qui est tenue par la santé, je vais dire, depuis presque une quinzaine d'années, qui commence à émerger, mais qui reste assez lointaine, et en partant du parcours de soins, qui est quelque chose qui se met en place, jusqu'à l'analyse des données, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, je ne dois pas être dans le bon sens. Ah. Alors déjà, pour juste se poser on parle de médecine personnalisée. Qu'est-ce que la médecine personnalisée? La médecine personnalisée a été définie, en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne va pas soigner une pathologie chez une personne, mais on va soigner la personne. C'est un grand changement de paradigme. Jusqu'à maintenant, vous avez mal à la tête, on va donner un médicament pour éviter d'avoir mal à la tête. Demain, on va réfléchir qui est la personne, quel est son patrimoine génétique, quels vont être ses marqueurs, son métabolisme, et les médicaments qu'on pourrait lui donner seront des médicaments en fait qui vont être pour la personne et plus pour la pathologie. C'est un élément fondamental d'une grande rupture. Ça change aussi les paradigmes de la pharmacologie, puisqu'en fait, c'est plus un grand médicament qui va soigner toutes les ulcères de l'estomac, mais ça va être des médicaments qui vont soigner peu de patients, donc avec des modèles économiques différents, et qui vont soigner ces patients ou ce groupe de patients en particulier. Et l'idée, c'est que ces éléments deviennent même prédictifs, puisqu'on connaît par exemple le cas un peu médiatisé d'Angela Jolie qui a préféré avoir une ablation mammaire parce qu'elle avait eu des risques, et donc d'intervenir avant que la pathologie arrive. Et donc on est complètement dans la médecine personnalisée et prédictive. Donc cette médecine, on nous la promet depuis pas mal d'années, on la voit apparaître par petits bouts, mais finalement, comment on peut faire pour y aller? Donc je vais revenir un peu en arrière, et pour partager avec vous, ça a été un peu dit juste auparavant, finalement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut faire ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi il faut changer la santé? Pourquoi il faut changer les organisations? C'est que finalement les patients changent, les besoins changent. Donc on a parlé des coûts, on a parlé de manque de personnes. Je vais prendre 2-3 items sur tout cela. Il y en a un qui est important, c'est que les patients aujourd'hui sont des patients chroniques. C'est ceux qui coûtent cher, c'est ceux qu'on doit suivre. 70% des coûts de santé sont pour ces patients chroniques. Et c'est parce qu'on vieillit, c'est parce que la santé est plus performante, la médecine est plus performante qu'avant. Et quand on a un cancer, quand on a un diabète, on vit très longtemps avec cette pathologie. Et je discutais avec un patient diabétique qui dit, moi, ma pathologie, c'est toutes les 18 minutes, il faut que j'y pense. Je dois réfléchir à ce que je mange, à ce que je vais marcher, à ce que je vais faire, comment je vais, à ma glycémie. Donc, constamment, je pense à ma pathologie. Et en gros, je suis avec un médecin ou avec le système de santé quelques heures par an. Qu'est-ce qu'on offre à ces gens pour pouvoir gérer leur pathologie dans tout l'entretemps de ces rendez-vous médicaux? Autre point, la prévention. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est le cas d'Angelina Jolie qui est un peu un cas extrême, mais comment on peut apporter de la prévention aux personnes de façon efficace? Et ensuite, je pense que les gens et les patients changent, c'est-à-dire qu'on est tous connectés. J'ai entendu la question, je n'ai pas vu la réponse, j'étais en coulisses, mais je pense que vous avez tous un outil mobile. Et donc, les médecins changent, veulent être salariés, veulent travailler en groupe et utiliser de la mobilité et des TIC, et les patients aussi. Donc là, je vous laisse juste voir, mais on le sait tous, maintenant, ça fait partie du quotidien. Plus de la moitié des emplois vont être transformés par les TIC, c'était dans le rapport de M. Lemoine en 2014. Donc on ne peut pas ignorer que ces technologies sont là pour nous aider à faire changer les choses, en santé aussi, même si c'est le plus difficile, pour pouvoir répondre aux besoins des patients et des professionnels. Pardon. Et j'ai des petits problèmes. Voilà. Et autre question, c'est qu'aujourd'hui on dit je veux être en bonne santé, et en fait quand on se dit je veux être en bonne santé, c'est un peu un besoin qui est exprimé. On pense au système de santé. Sachez que le système de santé, pour votre bonne santé, va interagir à peu près sur 20% de votre santé. 80%, ça va être votre patrimoine génétique, ça va être votre profession, ça va être le milieu social de vos parents ou le vôtre, ça va être vos comportements individuels. Entre autres, sur les comportements individuels, dans les études qui ont été sorties, on estime que c'est entre 30 et 50% de vos déterminants de santé. Donc finalement, votre bonne santé, c'est les médecins, c'est les cliniques, c'est les hôpitaux, mais c'est aussi vous. Et on voit de plus en plus, alors j'ai essayé de mettre en face un peu les éléments de e-santé qu'on pouvait mettre, mais la e-santé, c'est aussi d'agir sur les comportements, et on en parlera un peu par exemple avec les objets connectés. Mais juste pour dire que ce n'est pas simplement le système de santé et son accessibilité qui va vous permettre d'être en bonne santé, et c'est des changements qui se mettent réellement en place aujourd'hui. Donc quand on pense à nos patients chroniques, quand on pense à comment
je veux dire, mettre en place des accompagnements au long terme de ces patients, on parle de parcours de soins. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les projets médicaux, dans les organisations qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement prendre de façon isolée un patient qui vient une fois en consultation, puis après à l'hôpital, mais on va essayer que cet ensemble de prise en charge, ensemble d'acteurs autour du patient, se coordonnent, agissent ensemble et donc créer réellement un parcours qui est anticipé, qui est prévu, qui est coordonné, et ça par tous les acteurs du système de soins. Je reviens plus dans le système de soins et moins dans le comportement, même s'il est. Et en fait, pour que ça soit possible, que ce patient puisse passer de soins intensifs à son domicile, et si possible le moins longtemps en soins intensifs, ce qui est quand même pas très agréable et qui est assez coûteux, et plus rapidement à son domicile, qui est quelque chose qui est quand même plus agréable et moins coûteux, pour que cela puisse se faire, il faut que les gens, les acteurs de santé communiquent, partagent les informations et le parcours de ce patient. Donc en fait, c'est là où nos TIC deviennent vraiment fondamentales, c'est qu'il faut donner à ces professionnels et aux patients qui va travailler avec eux, pour lui-même, en fait, tous les moyens de communiquer et de partager les informations. Donc le parcours de soins dont on parle, qui est le début de quelque chose qui va se profiler de façon un peu personnalisée pour notre patient, parce que c'est à ça qu'on veut arriver, va se construire grâce à la télémédecine, au dossier patient, à des outils de coordination et de travail collaboratif, à de la téléconsultation, du télésuivi de patients, etc. Et donc, finalement, ce patient, ce parcours, pour qu'il soit efficient, il va essayer de partir du bien-être, donc quelqu'un qui n'est pas malade et qui va rester en bonne santé, et là, on va vraiment agir directement avec le patient. Et petit à petit, en passant par la prévention, par la maladie chronique ou aiguë jusqu'à la fin de la vie, doit pouvoir en fait accompagner de manière personnalisée ce patient ou ce citoyen, s'il n'est pas malade, tout au cours de sa vie. Et l'idée, c'est que grâce à ces outils de coordination, grâce à cette e-santé, on puisse apporter à chacun de ces acteurs au bon moment les informations dont il a besoin et de manière très pertinente. Alors très souvent, je le mets parce que ça reste une réalité, et j'entendais Sébastien qui parlait des partenaires hospitaliers, comme c'est là qu'il y a le plus de moyens, le plus de façons de faire, ça part de l'hôpital, et je pense que l'hôpital de demain sera un hôpital qui ne comptera pas ses lits, mais qui comptera en fait le nombre d'acteurs avec lesquels il va travailler en dehors de ses murs, et jusqu'où il est apte à rayonner, à partager, à envoyer de l'expertise, et à se coordonner avec les acteurs extérieurs. C'est un vœu pieux, souvent c'est encore un petit peu en devenir, mais c'est quand même un enjeu majeur pour les structures hospitalières de demain. Alors, juste, je vous dis, ces parcours de soins, ça existe. Alors, j'ai mis un exemple qui est juste pour expliquer comment ça peut se mettre en place. Ces coordinations d'acteurs autour d'un patient, c'est un exemple français. Il y a d'autres pays qui sont nettement plus avancés que la France, mais bon, je vais partir sur ce modèle. Ça existe. C'est-à-dire que là, c'est une organisation qui a été mise en place, qui est partie de l'hôpital, comme souvent c'est le cas, pour la prise en charge de patients chroniques insuffisants cardiaques, assez avancés. Et l'idée était que quand ils sortent de l'hôpital, ils n'y reviennent pas et qu'ils vivent le mieux possible chez eux. Et là, c'est un message essentiel autour de ces TIC, et ça a été aussi dit tout à l'heure, et c'est très important, c'est que ce qui est important, c'est la coordination, l'adhésion des acteurs et l'organisation qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'un projet de e-santé est avant tout un projet organisationnel. Et vous voyez là, en fait, sur 22, ça coordonne, ça implique plus de 2000 personnes, plus de 2000 professionnels de santé, et travaillent ensemble de manière coordonnée en partageant les informations, des infirmières libérales, des infirmières hospitalières, des pharmaciens de ville, des médecins de ville et des structures hospitalières. Et tout ça grâce à un centre de coordination qui permet en fait l'échange, la coordination. Donc il y a des gens au téléphone, il y a des gens derrière des outils de partage TIC qui permettent cette organisation. Et les résultats dans ce cas-là sont intéressants puisque le taux de mortalité est divisé par 2 et les réhospitalisations diminuent, et quand elles ont quand même lieu, elles sont plus courtes. Donc il y a vraiment un enjeu, c'est ces TIC qui vont, cette e-santé, cette santé numérique, quand on la met en place avec des professionnels engagés, et c'est très dur d'engager les professionnels, des patients impliqués, là il y a aussi en fait de patients se pèsent et donc remontent des informations tous les jours au centre de coordination, ça marche, mais c'est avant tout cette organisation qu'il faut construire. Alors, je voulais parler de médecine personnalisée. Donc là, vous voyez, ce sont des parcours personnalisés finalement sur des patients insuffisants cardiaques. En oncologie, c'est sûrement le domaine où, grâce justement à tout ce qu'on utilise, parce que c'est les premiers qui ont suivi des patients et partagé des informations de patients, donc se sont mis très vite au numérique. Et la médecine personnalisée existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
en général, un traitement tumoral, donc en oncologie, ce n'est pas un traitement pour tous les patients qui souffrent de tumeurs, mais c'est des patients qui ont des traitements liés au génotype, aux marqueurs de leur tumeur. Donc ce sont déjà des thérapies très ciblées qui sont liées à la génétique, qui sont liées à la biologie, qui sont liées aux marqueurs et qui sont assez importants. On peut aller un peu plus loin. Là, je cite un programme qui existe où, avant de démarrer un projet de thérapie oncologique, avant de faire la chimio, le médecin réunit plein d'acteurs, que ce soit le cardiologue, que ce soit l'infirmière, l'assistante sociale, pour dire ce patient précis va avoir besoin d'une prise en charge personnalisée et donc comment on peut la construire ensemble pour pouvoir adresser. C'est un programme qui souffre un peu encore justement d'outils TIC pour être parfaitement performant. Et demain, c'est comment est-ce qu'on va, grâce au big data, grâce aux données, grâce au numérique, pouvoir même anticiper et finalement agir avant que la pathologie ne soit là, comme je vous en parlais tout à l'heure pour la tumeur du sein. Et donc là, en fait, c'est un ensemble de données et d'analyse de ces données qui vont permettre d'aller plus loin. Alors, quand on parle de médecine personnalisée, souvent, on va construire nos parcours, et ce qui doit souvent être réalisé, c'est ce qu'on appelle une segmentation de la population. Donc on est à nouveau dans les données, on est à nouveau dans l'analyse, et là, pour réaliser cette segmentation, c'est une segmentation qui est assez connue, qui a été publiée par Kaiser, modèle de Kaiser, qui en fait segmente la population en chronique et pas chronique, et les chroniques, donc ceux qui sont pour nous les plus complexes à prendre en charge, de dire finalement, vous voyez, sur ces patients chroniques, il y en a 5% qui coûtent 60% des coûts, qui sont eux-mêmes les 70% des coûts des systèmes de soins d'aujourd'hui. Et donc, dans cet élément, l'idée, c'est de dire que si on sait anticiper les patients qui sont encore dans les 15% intermédiaires, avant qu'ils ne deviennent des patients des 5%, si on change leur prise en charge, on peut éviter qu'ils se compliquent. Je connais un hôpital espagnol qui a travaillé sur ces données, qui a su analyser à partir de données, donc on va pas dire c'est du big data, c'est du data mining, a su identifier ces patients et permettre de ne pas hospitaliser trop les patients du haut de la pyramide. Donc on a cette approche qui est une approche qui permet d'être personnalisée, qui travaille sur les données, qui permet, grâce à des outils, parce que ce sont des patients qui sont télésurveillés, en fait, d'éviter des aggravations de patients en anticipant. Donc les données sont vraiment essentielles et l'analyse des données, la pertinence de ce qu'on en fait, permettent vraiment d'orienter les pathologies, les prises en charge, et ça de manière personnalisée. Alors, on a besoin de données, c'est ce que je suis en train de traduire. Il y a une nouvelle façon d'en avoir énormément, ce sont les objets connectés, qui sont en train de nous envahir et qui sont d'une diversité immense. Donc vous voyez, là, j'en ai mis quelques-uns. Juste pour dire, j'ai mis un dossier de la CNIL et donc un mot du CNOM qui a publié un livre blanc là-dessus, c'est que les institutionnels s'en emparent, c'est-à-dire que c'est une vague qui arrive, qui est fondamentale et qui est en train de changer complètement la donne. Et donc les objets connectés, alors quelques éléments pour dire que ça va nous inonder, qu'il y en a énormément, que ça va changer. Enfin voilà, que vous voyez, ça, on part de la chaussette, on part des lunettes, on parle du patch. J'ai mis une autre liste pour aussi le voir sous un autre aspect. Mais voilà, vous voyez, ces objets connectés, il y en a qui sont très médicaux et comportent. Aujourd'hui, un défibrillateur ou un pacemaker va être connecté et va envoyer régulièrement les informations pour dire tout va bien, il n'y a pas de choc inapproprié, votre patient va bien, et la pile est bonne, et la machine va bien. Donc là, on est dans du très médical. Vous avez des masques de ventilation pour des gens qui, par exemple, arrêtent de respirer la nuit, qui vont être connectés. Donc vous avez tout un ensemble d'objets qui sont très médicaux. Ensuite, vous en avez qui sont un petit peu intermédiaires, une balance par exemple, qui peut suivre un insuffisant cardiaque ou simplement gérer un programme de nutrition. Et puis des fourchettes qui vont vibrer si vous mangez trop vite. Vous avez des brosses à dents qui vont vibrer si vous n'avez pas suffisamment brossé vos dents. Donc on arrive sur la gestion de bonne santé, voire du sportif ou de l'activité ludique, avec des bracelets qui permettent de voir si vous courez suffisamment et si vous faites bien ce qu'il faut. Et je peux même vous en donner qui sont très ludiques, puisque j'ai vu dans une publicité un objet connecté japonais qui analyse votre cœur, le battement du cœur, pour savoir si plutôt vous avez couru ou si vous êtes ému. Et c'est en fait un soutien-gorge connecté qui ne souffre que si le battement du cœur est lié à l'émoi et donc vous êtes vraiment amoureux. Donc vous déclinez un ensemble d'objets, donc pour être plus sérieux, mais pour dire qu'aujourd'hui il y a plus de 100 000 applications médicales aussi qui sont liées à ces objets et qui permettent en fait de récupérer de l'information et de l'adresser soit à du monde très médical, c'est des objets d'au-dessus, soit à des coachs, à des Apple, à d'autres acteurs qui permettent en fait de se mesurer, de se comparer et de gérer sa bonne santé.
On a une zone green entre les deux, c'est-à-dire que si vous avez mesuré votre course tous les jours ou votre fréquence cardiaque et que vous allez voir votre médecin et vous regardez avec mon Apple, j'ai fait ma mesure tous les jours, le médecin sera très embêté, non mais qu'est-ce que j'en fais? Et donc là, on a à répondre à une question finalement de ces données intermédiaires dont on ne sait pas si elles sont santé ou bien-être et si elles peuvent être réellement utilisées pour gérer la bonne santé. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer en disant, vous voyez, aujourd'hui, on a vraiment un aspect très médical, les données qu'on récupère avec ces objets connectés quand on est vraiment dans du pacemaker ou des choses comme ça, donc on est dans du B2B, c'est-à-dire qu'on vend à des chirurgiens qui vont poser les pacemakers. On a un côté très grande consommation, ben ça, on va chez Decathlon, on achète son bracelet, il n'y a pas de problème. Et entre les deux, on a cette zone grise qu'on essaye un peu d'identifier et de se dire, finalement, ces données, elles vont aider la médecine ou elles vont rester quelque part pour la personne. Pour juste illustrer à quel point ça peut être vrai, ce sont des diabétiques qui ont fait un événement sportif, qui sont partis de Bruxelles et qui sont allés à Barcelone. Ils ont été suivis en continu pendant toute la course, en fait, par un certain nombre d'éléments connectés. Donc, dans leurs éléments connectés, ils avaient des glucomètres. Donc, on était dans le trait médical et on regardait si leur taux de sucre ne s'écroulait pas et s'ils n'allaient pas tomber du vélo en hypoglycémie. Mais ils avaient aussi des outils, je crois que c'était Garmin, qui disaient la montée était de temps, la distance était de temps et la vitesse était de temps. Et en fait, pour pouvoir être suffisamment interactif avec eux et en faire vraiment quelque chose, il fallait ces données qui n'étaient pas du tout médicales et des données très médicales pour dire finalement ces diabétiques s'adaptent très bien à l'effort. L'effort étant plutôt mesuré par les outils de rapidité, de vélo, de je grimpe, et l'adaptation du diabétique plutôt par sa glycémie, et peut-être sa fréquence cardiaque ou je ne sais pas ce qu'il avait d'autre aussi, sa respiration. Et donc en fait, on voit bien qu'on a besoin de plus en plus, pour être pertinent, pour anticiper, pour accompagner les patients, de données qui vont être des données très médicales et des données qui sont moins médicales. Et là, on commence à aborder l'approche du big data, puisque dans le big data, les données sont multiples. Je suis désolée, j'ai un peu du... Voilà. Et donc, autre remarque aussi pour dire que ces données qui sont des données de bonne santé, qui sont des données de coaching, soit c'est tout seul, on achète son truc et on se gère tout seul, on se compare, soit on va les intégrer peut-être dans les parcours de soins, enfin des outils un peu plus médicaux. Et il y a d'autres acteurs qui s'y intéressent, et ça c'est un gros changement de paradigme aussi dans la prise en charge de la santé, ce sont les mutuelles et les payeurs qui commencent à se dire mais si moi j'ai un moyen de savoir que mon patient, mon membre, là, il fait ce qu'il faut pour être en bonne santé, peut-être je vais lui faire payer moins cher sa prime. Et donc commence à apparaître, alors il y a eu des travaux qui ont été faits, il y a aussi alors il y a certains pays, ça existe depuis un certain temps, en gros vous acceptez de porter votre bracelet et tous les jours vous dites, ben voilà, j'ai fait mes 3 heures de course, j'ai bien mangé comme il faut, je me pèse et tout, et quelque part la mutuelle vous dit, ben, très bien, vous payez moins cher, vous avez des cadeaux, des bons d'achat. Donc c'est quelque chose qui apparaît et qui change vraiment le relationnel entre le patient et la personne et son payeur. Et les entreprises aussi se disent, ben moi j'ai intérêt à ce que mes gens aillent bien, donc je vais leur offrir des bracelets, et puis ils vont et puis des coachs, et puis je vais m'assurer, et donc c'est le corporate wellness, où un nouvel acteur agit avec la santé des gens, qui sont les entreprises. Donc on voit apparaître avec ces objets connectés des nouveaux modèles aussi par rapport à la santé. Donc vous voyez, c'est un grand chemin. On veut aller tout en haut sur la médecine prédictive, la médecine préventive, personnalisée, avec ces parcours. Et finalement, on part des structures. Et en fait, si on regarde le terrain, alors là, je vais parler un peu France, parce qu'il y a d'autres pays, je vois l'Espagne, par exemple, ou les pays nordiques, ou le Canada, qui sont beaucoup plus avancés. Mais souvent, on est encore, parce qu'il faut des données pour tout ça. Les données, elles sont chez les professionnels. Elles sont chez les personnes. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, très souvent, les hôpitaux, par exemple, n'ont pas de données cliniques. Ils en sont encore au b.a.-ba. Et donc, on a un chemin à réaliser pour que ceux qui peuvent produire des données les produisent. Premier élément, donc les médecins, les infirmiers, les professionnels, les patients, tous. Donc, c'est les premières cases, mais on en est encore à pas mal d'endroits à ce niveau-là. Qu'une fois que les données sont partagées, il faut qu'elles soient produites, il faut qu'elles soient partagées entre les acteurs. Et là, pour un médecin qui est habitué, qui a été éduqué dans le colloque singulier, de dire d'un seul coup, vous allez devenir transparent, et ce que vous faites avec votre patient, les autres vont le voir, vont le partager et vont interagir avec vous, c'est une vraie rupture. C'est l'inverse de ce qui a été appris pendant des années et des années à la faculté. Donc il faut imaginer que ce pas qui semble évident pour des gens qui sont dans des entreprises, on va dire standards aujourd'hui, où tout le monde est sur des SharePoint, partage l'information, travaille de manière coordonnée, dans le monde médical, c'est une rupture pour un certain nombre d'acteurs, c'est une intrusion dans quelque chose qui était très protégé. Donc ce passage à la coordination et au partage,
c'est pas naturel, il faut l'accompagner, et c'est fondamental si on veut pouvoir offrir, ce que je disais par exemple au début, des parcours et de la coordination aux patients. Et donc ensuite, une fois qu'on aura appris, et qu'on, alors bon, oui, là les pays sont très inégaux, mais une fois qu'on a passé ce passage du partage des données, on arrive au parcours, on arrive à la coordination et on arrive à la médecine qui sera plus prédictive et préventive et personnalisée. Mais le chemin est complexe, donc on voit par exemple qu'en oncologie, il a avancé plus vite, parce que les gens ont été très tôt dans l'obligation de partager, mais d'autres domaines où ça reste encore très difficile. Et voilà, donc j'ai mis un peu les outils, par exemple là, la télémédecine est un moyen de partage, la téléexpertise, voilà, qui est aussi, les partages d'images radiologiques qui sont de plus en plus au niveau des régions, voire des pays, sont aussi des passages de cases, mais on a ce chemin, et qui est un chemin qui est le côté le plus facile, je dirais, alors c'est peut-être pas le bon endroit pour le dire, parce que c'est aussi là qu'on va la faire naître, mais je dirais qu'on a une maturité technologique qui est beaucoup plus grande que la maturité des acteurs. Et donc aujourd'hui, la mise en place des organisations et l'accompagnement des gens reste fondamental. Alors du coup, j'en viens à ces données, à ces fameuses données, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de big data. On se dit, la big data, pourquoi faire? Pour que le patient soit plus autonome, pour qu'il comprenne mieux, pour qu'on soit plus efficace, pour qu'on on commence à avoir des problèmes aussi très forts pour gérer les faux médicaments, là, tout ce qui est fraude, pour éventuellement avoir des recommandations en ligne pour les patients et les médecins, et en particulier faire aussi de l'éducation continue, de la formation professionnelle continue. Enfin, voilà. Donc on sent que ces données, elles sont fondamentales, et on peut se poser la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on fait, on en est où? Alors, le big data, bon, je sais, c'est un mot, alors c'est un peu comme les parcours, c'est un peu comme la médecine personnelle, ce sont des choses dont on parle beaucoup, et ça peut être utile j'ai juste redonné une petite définition pour qu'on... Parce que le big data, je dirais, c'est... Quand on parle de ça, c'est en fait, il y a les 4 V, donc vous les voyez ici, c'est beaucoup de volume, donc des données en grande quantité, grande variété. Tout à l'heure, j'évoquais mes diabétiques qui avaient à la fois des données médicales et des données d'effort et de localisation. Une grande variabilité, elles peuvent être très variables dans le temps, par exemple, et donc il faut vraiment qu'on l'associe à cette vélocité, c'est-à-dire d'être là à un moment précis pour collecter ces données et en faire quelque chose. Alors, juste, le big data, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, je vous parlais de la segmentation des patients et de ces hôpitaux qui avaient pu diminuer les hospitalisations de patients chroniques en anticipant une aggravation potentielle et en agissant avant, de manière personnalisée vers ces patients. On peut faire beaucoup aussi avec des données, c'est dans le big data. On a les données des hôpitaux, on a les données des médecins, on a les données des payeurs. Ce sont déjà des richesses énormes, sans arriver au gap du big data. Donc les données, même quand elles ne sont pas encore dans le grand big, elles sont déjà très utiles. Alors, elles sont en général ou structurées ou non structurées. Et donc, pour pouvoir aussi travailler le big data, il faut un certain nombre de métiers. Il faut des métiers qui collectent, il faut des métiers qui structurent, il faut des métiers qui qualifient, et il faut des métiers qui traitent et qui restituent. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui est encore à construire assez souvent. Alors, c'est quand même une actualité, on en parle beaucoup. Donc là, je vous ai mis quelques points. Donc, on parlait de cancérologie. Vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, par exemple, vous pouvez envoyer votre génome pour une somme très modique, et on va vous renvoyer votre profil. On va dire, oh là là, vos risques à vous, c'est tant pour l'hypercholestérolémie, c'est tant pour tel type de cancer, et finalement, en fonction de cette cartographie, la logique derrière, c'est de vous dire, eh ben, je vais vous proposer un profil de prise en charge qui sera le vôtre, pour vous, complètement personnalisé, adapté à votre profil. Et ça peut être de dire, attention, vous avez tel risque, donc il faut que vous soyez très attentif à faire tel type d'examen à tel moment dans votre vie, ou vous avez telle évolution potentielle. Voilà. Donc, le 23,5, c'est ça en fait, c'est de dire, voilà, on peut récolter les génomes, à partir de là, faire des profils de risque et les restituer aux gens, ou les restituer à des professionnels de santé pour profiler des prises en charge. Patients Like Me, c'est assez intéressant. C'est un site en fait où les patients volontairement mettent leurs données. Et donc vous avez une base immense donc, qui est analysée et traitée par ailleurs. Donc c'est à la fois un service aux patients parce qu'on leur permet de se comparer à d'autres et de comprendre quels peuvent être leurs traitements. Et c'est aussi une grande richesse pour les gens qui peuvent les exploiter pour la recherche, pour l'adaptation des médicaments. Donc il y a vraiment, si vous voulez, si vous avez des millions de patients qui vous donnent les traitements qu'ils sont en train de suivre, vous avez une base remarquable pour tout ce qui est le suivi des actions médicamenteuses.
Voilà. Donc en fait, juste pour vous donner, IBM Watson, c'est un outil en fait qui récolte de manière très variée énormément de documentation sur alors pas que sur le médical, hein, le Watson a été utilisé dans d'autres applications, mais en ce moment il est testé en oncologie pour voir s'il peut aider des prises de décision de professionnels de santé. Donc comme il balaye absolument toutes les publications et un certain nombre de choses, il devient très expert et c'est des machines, parce que je l'ai aussi dit, ça fait partie de l'enjeu, auto-apprenant. Voilà, donc là c'est d'autres initiatives, mais pour aller au-delà, si j'arrive à faire... Voilà. Par exemple, quand, là, puisque je vous mettais des initiatives orange autour du big data, vous voyez que, par exemple, quand on a des épidémies, on a avec les téléphones mobiles de la géolocalisation. On connaît les évolutions, comment les gens bougent, où ils vont aller, quelles sont les grandes tendances. Et donc, à partir d'un foyer infectieux, plus des données de géolocalisation qui ont été traitées, on peut dire très bien quels peuvent être des mouvements épidémiques. Ça a été travaillé et utilisé dans un certain nombre de cas. Ça peut être par exemple la géolocalisation, ça peut être aussi dans le tourisme. Pour donner un exemple complètement différent, on sait dire quels sont les gens qui arrivent à Paris aux aéroports par rapport aux différents pays et où ils vont. Est-ce qu'ils vont aller, parce qu'ils vont se connecter à des standards de communication, enfin des nœuds de communication, et donc on sait d'où vient le téléphone et où ils sont. Et donc on peut très bien dire que par exemple les touristes allemands, quand ils arrivent à Paris, ils arrivent plutôt à Roissy et qu'ils vont surtout à Euro Disney ou au Louvre. Et donc on peut travailler après avec l'industrie voilà. Pour vous dire tout ce que peut faire ces big data. Et donc en santé, là c'est de l'épidémio, on en a vu en cancéro, mais c'est probablement quelque chose d'immense qui est devant nous. Et donc pour un peu en finir, mais pour faire le lien, aujourd'hui finalement, qu'est-ce qui se passe avec cette e-santé? C'est qu'on a l'intersection de monde. Donc ça a été dit et je le reprends parce que c'est fondamental. Déjà, on va marier des industries médicales et des industries de l'IT, qui sont avec des langages différents, avec des pensées différentes, des contraintes différentes. Petites et grandes, c'est ce que vous allez vivre, parce qu'il faut des petits très innovants, et puis des grands qui apportent la structure, qui est l'environnement, etc. Donc déjà, on a ces mariages, et ensuite, il faut marier avec les professionnels de santé et les patients. Je n'ai pas écrit, c'est une erreur, parce qu'il faut qu'il y ait l'usage et le besoin. Enfin, il faut que ça réponde à un besoin. Apporter une technologie qui ne répond pas à un besoin, c'est un échec. Je me rappelle, au début de la télémédecine, on a mis des consoles chez des médecins, elles sont restées dans les placards, parce qu'il n'y avait pas d'organisation derrière. Donc il faut une e-santé, une santé numérique réussie, c'est le mariage de tous ces acteurs qui vont travailler ensemble pour pouvoir créer cette innovation et la mettre à disposition ensuite des usagers, quels qu'ils soient, que ce soit des professionnels de santé ou des... Et c'est un enjeu compliqué, ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes idées en tête, mais c'est vraiment essentiel. Donc, voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, moi je suis d'autant plus, j'ai été très heureuse d'être invitée, très très heureuse de pouvoir faire ça, mais vous êtes dans le lieu aujourd'hui, dans un endroit aujourd'hui où typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On permet ces rencontres, on met en commun ces différents acteurs pour que la création, l'innovation naisse de ce melting pot. Donc, vous voyez, par rapport à cette vision, par rapport à ce besoin de la santé de bouger, autrement on ne pourra plus répondre aux exigences des gens, il faut qu'on crée les lieux comme aujourd'hui pour arriver à faire naître l'innovation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Beatrice. That's, I think, again, an interesting example of how the different worlds meet. It's the people who are developing the drugs, the people who are producing the drugs, the people who are then using the drugs or the devices. It's again an example of all the worlds coming together and meeting, and my God, the evolution, as you say, there's a boom in the number of applications, 100,000 applications. Yes, that's right. Yes. Yeah. Okay, and we're making a difference also between the medical and the wellness. Yes. And the bien-être, aren't we? One of the questions we'd like to ask with this amazing and rapid development of devices and applications, we're talking about big data. When you say that we can follow everybody moving around the world, I suppose we could even say it's a bit like Big Brother, but anyway. We'd like to ask you a question about the aspect of what happens as regards the quality of the human aspect between the relationship between a patient and the doctor or the surgeon to perhaps look more at the medical part of this
intersection. Yes. Alors je vais le faire en français. En fait, la relation patient-médecin. Alors, aujourd'hui, quand on met en place une solution de e-santé, surtout entre le patient et le médecin, parce que le patient, par exemple, va aller se connecter tout seul et va chercher ses informations, et là, il n'y a pas de modification de la relation, si ce n'est que le patient arrive informé face au médecin, le médecin doit l'accepter et travailler avec ces données. Autrement, sur la relation patient-médecin, en général, les patients sont plutôt demandeurs. Ce n'est pas eux les freins. Les freins, ce sont les... Enfin, j'ai accompagné plusieurs projets de télémédecine avec même des patients âgés et moins habitués. Ils sont plutôt preneurs, ça les rassure. Ils sont coachés, ils sont accompagnés, ils savent quand appeler, ils sont aidés. Et quand on vient, si on dit c'était que 3 mois, on vous reprend la machine, les patients disent non. Les médecins, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a une vraie rupture dans leur métier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est plus le frein du médecin. Par contre, par exemple, une téléconsultation, en général, ça demande un investissement beaucoup plus fort et du patient et du médecin, et la relation est d'excellente qualité, très souvent. Donc, je veux dire, les grands freins aujourd'hui, ce sont des freins plutôt côté médical, puisqu'on change les paradigmes de finalement ce qu'a été l'éducation. So here at Hacking Health, that could be something to work on? Yes. That's going to be something sure, to explore? yes. Yeah, okay. We have to help the doctors. Really. Absolutely. And we get back to one of the basic things, time is of the essence. We all know we're all confronted by this issue. Beatrice, thank you. Thank you very much indeed. It's been really, really interesting to share with you. Thank you very much.